Alors je vais arrêter la capture que je suis en train de faire ici, que j'avais déclenchée, et je rappelle que ici on lance une capture en cliquant sur ce bouton, et si une capture a déjà été réalisée, il va nous demander si on veut la conserver. Donc je vais m'apprêter à lancer une capture, et je vais l'arrêter au bout de quelques secondes. Donc voilà, ici je lance une capture, je l'arrête, voilà, et je me rends compte ici que j'ai donc un certain nombre de trames qui ont été capturées. Alors vous voyez, ça commence à la 1 et je me suis arrêté à la 58. Donc au moment où j'ai décidé d'arrêter, on avait capturé 58 messages déjà, donc ça va assez vite, très vite. Mais ça ne dépend pas du logiciel, ça dépend de ce qu'il y a sur votre réseau. Alors par exemple, déjà on peut voir aussi qu'il y a le temps de chaque capture, donc combien ça a duré de temps pour chaque capture. Alors chaque capture en fait c'est une ligne. Si vous sélectionnez une ligne, vous pouvez voir que ici et là les choses évoluent en fonction de ce que vous êtes en train d'examiner. Donc ici c'est la version très résumée, ici c'est la version détaillée, on va voir tout à l'heure, et ici c'est la partie contenu, donc vraiment la partie qui nous intéresse principalement, c'est-à-dire la donnée que l'on transporte ou que transporte sa trame se déchiffrerait ici. Alors, première chose à savoir, c'est organisé de cette manière. Il y a ces trois fenêtres, mais vous pouvez les changer. Ça, c'est une question de réglage. On ne va pas forcément voir ça tout de suite, mais c'est possible. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il est possible, en cliquant sur le haut des fenêtres, par exemple ici sur protocole, il va ranger par protocole. Vous voyez ? Il range par protocole. Alors si je clique plusieurs fois, il est possible en fait de changer l'ordre, mais c'est toujours relié par protocole maintenant. Donc si je veux les remettre dans l'ordre, il faut que je clique par numéro. Il me les remet dans la chronologie de capture. Mais là, c'est par protocole. Ça me permet par exemple de localiser tout ce qui a concerné le protocole DNS ou tout ce qui a concerné le protocole ARP. Donc c'est très pratique. Je vais le remettre dans l'ordre normal. Ici, on peut aussi ranger par source et destination. Donc un paquet réseau, une trame réseau, on peut dire, a toujours une adresse de départ et une adresse d'arrivée. Donc ici, si on classe par source ou destination, eh bien on peut, en cliquant ici, avoir la liste des adresses de destination. Alors il les range de manière numérique, une croissance numérique, sauf exception quand il ne peut pas le faire pour des raisons de filtrage qu'on ne verra pas tout de suite, mais qu'on pourra expliquer un peu plus tard. Donc ça permet rapidement de s'y retrouver. Donc source, destination. Protocole, nous avons vu. On peut aussi trier par longueur de trame. Donc plus quelque chose est important en taille, plus il sera haut ou bas, selon que j'ai cliqué une fois ou deux. Et puis on peut ranger par commentaires et informations. Donc c'est pratique dans certains cas, lorsqu'on a l'habitude de savoir quel genre de message est transporté, comme là par exemple, eh bien on reconnaît par habitude souvent ce type de message et on fait le lien avec la nature de la trame qui est récupérée. Donc c'est pratique. Alors maintenant qu'on a vu ça, je vais préparer une petite fenêtre ici et je vais envoyer un ping. Je vais me préparer à le faire, mais je vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre un petit peu avant d'appuyer sur entrée et je vais lancer une nouvelle capture. Donc quand je lance une nouvelle capture, il me demande si je veux conserver la précédente. Je vais mettre non. Du coup, ça y est, il se met à capturer et à 3, j'appuie sur ma touche entrée ici. Vous allez surveiller ce qui se passe ici. 1, 2, 3. Voilà, donc il se passe quelque chose ici. Je vais l'arrêter et je vais arrêter ma capture. Et on va essayer de comprendre. J'ai plus besoin de cette fenêtre pour l'instant. Donc, à peu près par là. Voilà. J'ai jeté un petit coup d'œil avant d'envoyer ma fonction ping, mais c'était à peu près par là. Donc si on regarde bien, le ping que j'ai envoyé visait une machine qui s'appelle 192.168.1.196. Et moi, ma machine,
se trouve ici en 192.168.1.1. Donc on a ici un premier échange qu'on peut voir sous forme de 2 trames qui suivent ma machine vers celle que j'ai sollicitée. Et la machine en question qui me répond. Donc on voit bien la demande ici dans le commentaire, il s'agit bien d'un ping. Donc la demande et le retour. Et les numéros qui sont ici correspondent bien. Donc ça veut dire que c'est bien le ping avec sa réponse qui sont associés ici. On peut le voir ici avec l'identifiant ici. Donc cette séquence-là, on doit, parce que si vous avez remarqué, elle a duré plus longtemps, j'ai été obligé de l'arrêter au bout d'un certain temps, on doit retrouver d'autres plus bas. Et ce qui est facile avec le Wireshark, c'est qu'il suffit de repérer la couleur du protocole et associé à la fonction. Nous, on a fait un ping, on peut se rendre compte ici que le protocole qui est utilisé par ping s'appelle ICMP et qu'il est colorisé ici en mauve clair. Donc on cherche la couleur, on contrôle qu'il s'agit bien des bonnes adresses IP, c'est très rapide, et on regarde ici, on voit bien notre ping, et on peut voir ici qu'il se poursuit ici, et que manifestement il s'arrête ici. Alors, à moins qu'il y en ait d'autres plus bas, non, il y en a encore d'autres plus bas. Voilà, donc alors pourquoi ils ne se suivent pas, pourquoi ils ne sont pas collés les uns aux autres? Parce que le ping n'est pas quelque chose qui est suffisamment rapide pour empêcher un message de passer entre 2 pings. Donc le ping, c'est en fait une fonction qui laisse du temps au réseau pour faire circuler d'autres types d'informations, et c'est ce qu'on voit ici, quoi. Donc ici, par exemple, il y a eu pas mal de trames, là, un peu plus d'une dizaine de trames qui ont réussi à passer entre mes 2 actions de ping qui étaient automatiques. Alors, je vais refaire une capture et je vais envoyer un autre ping, truc très simple, ping 192, 168, 1.253 par exemple, et je vais l'arrêter. Donc j'arrête mon ping, j'arrête ma capture. Maintenant que j'en ai pris l'habitude, je cherche à peu près, en ayant repéré, en surveillant mon écran, où démarre mon ping. 1, 2, 3, et je l'avais arrêté. Donc 1, 2, 3, et je l'avais arrêté. Donc on les retrouve bien ici. 1, 2, 3. Alors maintenant, prochaine étape, c'est d'essayer de comprendre comment on peut utiliser cette capture, parce que pour l'instant on voit que ça capture, mais on ne sait pas exactement ce qu'on a capturé. Alors on va prendre un exemple, sans pouvoir forcément tout expliquer dans cette démonstration. Il ne s'agit pas de faire un cours réseau, mais juste d'expliquer l'intérêt, enfin d'expliquer le fonctionnement de Wireshark et d'essayer d'en faire comprendre l'intérêt. Donc ici j'ai une trame que j'ai capturée. Et si vous regardez donc l'écran du dessous et celui du bas, à chaque fois que j'en sélectionnerai une autre, ça va changer. Donc forcément, ça veut dire que ce qui est ici et là, ça concerne cette trame-là. Alors, je vais ouvrir cette trame en double-cliquant dessus. Si je double-clique, je retrouve de manière plus confortable une fenêtre plus grande où je vois le détail. Donc de cette fenêtre-là et celle-là. Sous forme ici de mes 2 fenêtres. Je vais donc agrandir ça. Et je vais essayer de comprendre ma trame qui a été capturée. Alors déjà, vous voyez, il me dit c'est la trame numéro 84. On le voit très bien ici. C'est bien celle-ci. Elle fait 98 octets. Il y a eu 98 octets de capturés. Si je clique à chaque fois que je peux dans les petits indicateurs ici pour développer, je peux voir des informations intéressantes. Et je peux voir aussi qu'il y a beaucoup d'informations qui m'intéresseront certainement beaucoup moins. Ici, ce qui, par exemple, m'intéresse, c'est de vérifier que c'est bien une trame de type Ethernet, qu'elle a bien été capturée sur mon interface qui s'appelle ENP3F0. Pour le reste, sa taille et sa durée, ça m'intéresse moins. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse. Ensuite, alors donc je ne vais pas aller plus loin, du coup je vais fermer ça. Ensuite, deuxième partie, ici on me dit que c'est de l'Ethernet 2, SRC DEL CE 7E 5E, et ici regardez bien, il s'agit de l'adresse MAC de la
de l'expéditeur. C'est pour ça qu'il est écrit SRC, parce que SRC veut dire source. Donc l'adresse MAC c'est 3417B, suivi du numéro CE7E5E. CE7E5E. 3417B est un ordinateur dont la marque est Dell. Donc le logiciel est capable d'interpréter les marques connues en se basant sur les identifiants de l'adresse MAC qui correspondent au fabricant, c'est-à-dire les 3 premiers nombres. Quant au destinataire, il me dit que c'est pour la machine qui s'appelle Freebox avec le numéro 5A817A. 5A817A, Freebox F4C4E5. F4C4E5, c'est connu pour s'appeler une Freebox. Donc on peut voir que dans cette trame, au niveau où je place ma souris, on a le détail ici. Le destinataire c'est Freebox, la source c'est l'ordinateur Dell. Si maintenant on prend le destinataire et qu'on regarde, on peut avoir des précisions également, tout comme la source. Donc on voit ici ce que l'on pourrait appeler le décodage du protocole de liaison de données. Donc dans le modèle OSI, ça correspond à peu près à ce qui se passe en couche 2 du modèle. Ensuite, je vais réduire ici, m'attaquer à la troisième option. La troisième option, c'est Internet Protocol, autrement dit IP, IPv4, IP version 4. Ici, dans cette phrase ici, on a un résumé de ce qui se passe. On a une adresse source, mais cette fois-ci, il s'agit d'une adresse IP qui s'adresse à une machine de destination, mais cette fois-ci, il s'agit d'une adresse IP. Alors que tout à l'heure, on avait une adresse source MAC et une adresse destinataire MAC. MAC, je ne parle pas du modèle de l'ordinateur, mais bien de l'adresse MAC Medium Access Control. Ici, on a une adresse IP, ici on a bien l'adresse MAC. Donc on peut déjà comprendre de quoi il s'agit et d'où ça vient. Dans cette analyse ici, IP, on s'aperçoit par exemple, ce qui peut être intéressant, un certain nombre de choses, la longueur de l'entête, 20 octets. Ici, on pourra avoir les informations qui seraient très utiles pour comprendre quel type de marquage de trafic est affiché sur cette capture. Alors, par exemple, ce code-là, le code ici, Differentiated Services, il permet de coder des niveaux de priorité pour faire ce qu'on appelle de la qualité de service, de la QoS en anglais. Donc ici, on ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir éventuellement les informations qui consistent à essayer de comprendre ce que transporte ma trame. Donc ce que j'ai capturé ici, pour l'instant, je n'en sais trop rien. Je sais que c'est l'Ethernet, je connais les adresses MAC et IP, donc je sais c'est le protocole IP, mais quel est le protocole de niveau plus haut qui est transporté? Alors pour le savoir, je vais essayer de trouver ça ici, et je vois qu'il s'agit du protocole ICMP, entre parenthèses il est écrit 1. Il y a aussi deux informations très intéressantes. Il y a un flag, c'est-à-dire un drapeau qui est positionné ici, à 1, et non pas à 0, donc on est en binaire, hein, soit c'est 1, soit c'est 0, là il est à 1, donc ça veut dire que ce drapeau qui est positionné, on le voit ici, 7, ça veut dire positionné, il est sur cette message. En clair, ça veut dire que la machine qui a envoyé ce message a positionné le drapeau pour que celui qui va la recevoir comprenne qu'il s'agit d'une configuration particulière. En l'occurrence ici, c'est un message qui demande à être envoyé sans être fragmenté. Laissez-moi passer sans me couper en morceaux. Voilà ce que veut dire ce 1. Donc c'est intéressant. Pour l'instant, j'en dirai pas plus. Un petit peu plus bas, on peut voir la durée de vie d'un paquet. 64. Alors, la durée de vie se compte pas en secondes, mais plutôt en nombre de routeurs que la trame, que le message est autorisé à franchir. Donc, ça exprime en réalité une distance administrative. Administrative dans le sens où ça se chiffre en nombre de routeurs. Donc, si on veut
savoir quelle est la portée de cette trame, elle est de 64 sauts, puisque le TTL, le Time to Live, qu'on appelle plus communément le TTL, est de 64. Le protocole, on l'a vu, ICMP, la somme de vérification de l'entête, le checksum ici, ça c'est un code qui permet de vérifier que si on fait du contrôle de réception de données, que cette trame n'a pas été altérée. Donc on affiche la valeur du checksum et on doit à l'aller, on doit la retrouver à l'arrivée. Ici, on voit qu'on ne demande pas la vérification de ce checksum. Voilà, donc on arrive pratiquement au bout d'ici. Donc il est résumé, mais il était facile de le voir déjà à ce niveau-là, que la source c'est ça et que la destination c'est ça. Maintenant on arrive pratiquement en bas. ICMP. Protocole ICMP, c'est en fait le protocole qui est utilisé lorsqu'on envoie un ping. Donc on voit ici de quelle nature est ce message ICMP. Donc il s'agit d'un ping, c'est le type 8. Donc le protocole ICMP possède plusieurs types, ici c'est le 8. Il y a une vérification, la trame est correcte, le checksum a été vérifié, et si on descend un petit peu plus loin, ici, on voit un certain nombre de choses, l'heure, la date par exemple, donc c'est assez bavard. Et alors d'ailleurs ça nous permettra de nous rendre compte que le protocole ICMP est un protocole qui a tendance à être bavard, et en réalité il a été conçu spécifiquement pour ça. Et puis en bas là, et on est tout en bas, tout au bout, on a la donnée, 48 octets. Et les 48 octets, je les ai sélectionnés ici, et en fait les voilà, décodés en alphanumérique. Ce sont des points suivis de cette séquence ici, avec une suite de chiffres qui va jusqu'à 7. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a une signification? Non, aucune. En fait, ce sont simplement des données que l'ordinateur met dans ce paquet ICMP lorsque vous envoyez un ping. Un peu comme si on demandait à quelqu'un d'aller s'entraîner à monter un escalier avec une charge dans son sac à dos, et on mettrait des pierres dans le sac à dos. On ne s'intéresserait pas à quelles sont les pierres qu'on lui met, mais on chercherait à lui mettre du poids. Et bien c'est ce qu'on fait ici. On remplit la trame de 48 octets, 48 pierres, si on faisait une analogie. Donc voilà. Maintenant que j'ai montré ce détail, eh bien je vais fermer cette analyse. J'étais donc ici, et après je pourrais me dire, bah tiens, qu'est-ce que la machine que j'ai sollicitée me renvoie? Et à ce moment-là, je clique ici, et là je vois quelque chose qui ressemble beaucoup, sauf que si je fais le rapprochement, bah, la source et la destination se sont donc inversées, puisqu'elle me répond à moi. Et évidemment, les adresses MAC aussi se seraient inversées, puisque elle me répond à moi. Donc le destinataire ça devient moi et la source ça devient elle, alors que tout à l'heure c'était l'inverse. Si on comparait les deux messages, on verrait cette différence bien évidemment. Alors pour faire un petit résumé de ce qu'on vient de faire, c'est que avec Wireshark on a capturé pendant un certain temps un extrait de trafic, on a arrêté cette capture et on s'est focalisé sur deux messages réseau. On double-clique dessus ou bien on se contente de regarder en bas, ce qui peut dans certains cas être suffisant, mais on voit la même chose. Je vais double-cliquer, ça ouvre une fenêtre qui est plus détaillée, mais si vous regardez bien, ça vous le retrouvez ici, et ça vous le retrouvez là. Donc c'est la même chose, c'est exactement pareil, mais plus détaillé, enfin plus grand ici. On a pu voir qu'on pouvait classer par protocole, par longueur, par fonction, enfin qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert, et par source, que ce soit l'adresse MAC ou l'adresse IP. En fait, lui, il ne fait pas de distinction ici dans la colonne source. Parfois, des trames sont envoyées par des protocoles qui n'utilisent pas IP, donc on verra que l'adresse MAC. Parfois, c'est le cas ici, par exemple. Là, il y a une adresse MAC, c'est pas une adresse IP. Pourquoi? Parce que le protocole ARP n'utilise pas IP pour communiquer. Donc voilà.
On a vu aussi que la colorisation syntaxique ici en fait fonctionne par fonction, c'est-à-dire par type, et par exemple par protocole. Alors, si vous regardez bien, vous classez par protocole, vous pouvez avoir rapidement un coup d'œil sur tout ce qui est jaune, et vous constaterez que tout ce qui est jaune c'est le protocole ARP. Et alors c'est pas les mêmes trames, hein, elles se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Et elles ont une particularité, elles sont toutes envoyées en broadcast. Enfin, presque toutes, puisque c'est pas le cas ici, mais ça c'est une requête ARP de vérification. Mais les requêtes ARP standards sont envoyées en broadcast. Donc ça pourrait être par exemple utile de connaître le taux de broadcast qu'il y a eu dans une capture. Alors justement, pour finir cette deuxième présentation du logiciel Wireshark, en tout cas de l'utilisation, vous avez là-haut la possibilité d'afficher différentes fonctions. Et par exemple, vous voyez, si on reste sur statistiques, on pourrait voir la hiérarchie des protocoles qui ont été capturés. Alors il nous dit que sur 100% des trames capturées, il y avait donc 153 paquets. Il y avait que des trames Ethernet, puisqu'on voit du 100% ici. Et dans ces trames Ethernet, 86,3% concernaient le protocole IP version 4. Et dans ces paquets IP version 4, 39,2% concernent des datagrammes UDP, User Datagram Protocol. Donc, et ainsi de suite, donc on peut continuer comme ça la requête d'analyse. Donc du coup, on voit que il y a eu un certain nombre de protocoles qui sont rentrés en action. Le plus bavard, c'est IP, là, ici. Et le moins bavard, il suffit de regarder les chiffres. Ici, en pourcentage de capture, dans l'extrait que j'ai fait, c'est un protocole qui s'appelle 802.1q, qui permet de faire du VLAN. Il y en a eu très peu. Par contre, l'ARP, qu'on voit ici en jaune, ici, il y en a eu pas mal. 13,7%, ce sont des pourcentages, hein. Donc ça fait 13% sur cette séquence. 13,7%. Et des pings, des ICMP, il y en a eu 5,2%. Donc voilà. Alors là, on est dans la hiérarchie des protocoles. J'étais donc venu ici, statistique, hiérarchie des protocoles. Mais on peut voir des choses assez intéressantes comme alors qui a parlé à qui, des chemins de communication. Donc au niveau des adresses de la liaison Ethernet, au niveau des adresses IP, V4 ou V6, alors V6 il n'y en a pas eu, au niveau des connexions TCP ou UDP. Alors si vous regardez par exemple une connexion au niveau de l'adresse IP ici, on verrait que 8844 a répondu à cette machine-là. 8888 a répondu à cette machine-là, a répondu ou posé une question, hein, en tout cas a communiqué. Voilà, puis on a on en déduit, et là encore on peut ranger par adresse, hein, on en déduit un petit peu les différents messages qui sont produits. Alors on a des pourcentages, on a des différentes statistiques, la quantité d'informations échangées. Alors, par exemple, si vous regardez ici, vous pouvez voir que la machine A a parlé à la machine B. La machine B a utilisé protocole 443. Et donc, par déduction, si vous connaissez vos classiques en réseau, vous vous dites que la machine A a donc fait une connexion HTTPS auprès de la machine B, puisque ça, c'est le port du protocole HTTPS. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une connexion sur la machine B, dont voici l'adresse, sur un serveur web sécurisé, HTTPS. Voilà un exemple, en tout cas d'exploitation. Ensuite, on a aussi la possibilité de voir la longueur des paquets, un graphique d'entrée-sortie, c'est-à-dire avoir
une idée sous forme graphique d'éventuellement les erreurs qui sont produites. Alors c'est assez intéressant, mais c'est surtout utile pour illustrer un rapport, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors ici, vous voyez que plus bas, là, vous avez différents protocoles qui sont présents. Alors, par exemple, ici, on voit qu'il y a eu 16 requêtes HTTP. Ça permet de cibler certains protocoles qui sont assez intéressants. On pourrait voir, par exemple, des requêtes DHCP, donc savoir, je ne sais pas s'il y a eu DHCP informe, par exemple. Voilà, et pour finir là-dessus, on pourrait voir donc des statistiques, par exemple sur les adresses IP en ce qui concerne la destination et les ports. Donc là, il nous range encore d'une autre manière les adresses IP et les ports. Donc par exemple ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine dont l'adresse est 8888 sur son port UDP 53 ici a été utilisée à 50% des captures qui ont été réalisées ici sur cette séquence là. Donc ça permet de voir les liens qu'il y a eu entre les machines et de comprendre qu'est-ce qui a été fait entre les machines de manière assez précise. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on utilise occasionnellement quand vraiment on cherche à comprendre le type de connexion qui a eu lieu. Mais ça va être très très efficace. On peut savoir s'il y a eu du flux en UDP. Donc voilà, vous voyez, il y a eu du flux multicast, j'ai oublié de préciser. Multicast, donc sur les réseaux de classe D. Là, on voit qu'il y a il y a pas mal d'informations qui sont envoyées toujours par la même machine à destination de différents réseaux qui sont souvent le même en multicast. Et donc, ça permet de savoir également le port sur lequel la connexion a été faite. Alors là, ça doit être une Freebox qui s'inscrit sur le réseau multicast dans le cadre de la diffusion de la télévision, par exemple. Donc c'est ce qui doit se passer ici. Probablement, ou quelque chose dans le genre. Voilà, donc ensuite, bon, alors il y a beaucoup de choses, on ne peut pas les détailler ici, mais c'est assez intéressant. Les requêtes DNS, parce que c'est souvent quelque chose qui est critique. Donc ici, on peut vraiment déchiffrer les requêtes DNS pour savoir éventuellement celles qui auraient été non résolues. Si on traque un problème de fonctionnement DNS, ça peut nous rendre ce service de nous indiquer exactement, ou en tout cas précisément ce qui se passe. Voilà, donc je vous parle également un petit peu de des filtres. Alors les filtres, on va juste prendre un exemple un exemple pratique dans quelques instants. Alors attention, il faut savoir qu'il y a deux filtres, les filtres de capture, mais ceux-là se mettent au moment de la capture, c'est-à-dire ici, dans les options. Donc on peut mettre des filtres de capture, ou bien des filtres d'affichage. Alors les filtres d'affichage, on peut les mettre directement, soit les programmer ici, alors on a des exemples, donc on peut les programmer ici, ou bien, si on les connaît déjà, les utiliser directement ici. Alors, par exemple, si vous voulez mettre un filtre qui va consister à voir uniquement les requêtes UDP, il suffira de mettre UDP. Et le filtre existe déjà, il s'appelle UDP Only. Maintenant, un petit peu plus compliqué, si vous voulez voir toutes les requêtes qui sont ni du DNS ni de l'ARP, donc pas d'ARP et pas de DNS, à ce moment là, vous voyez, vous avez le filtre ici, pas d'ARP et
le contraire du port UDP53, donc pas de DNS. Alors ça c'est une formule qui semble compliquée, mais il n'y avait sans doute pas moyen de faire plus simple. Alors on va prendre ce filtre, et on va le coller là. Et on va l'appliquer, ici. Et à ce moment-là, il me filtre mon affichage, il me montre tout, sauf ce qui était des requêtes DNS et des requêtes ARP. Donc tout à l'heure en jaune, il y avait pas mal de requêtes ARP, et on les trouve plus. On les trouve plus. Par contre, si je m'amuse à bricoler ce filtre, et que je mets ARP et UDP port égale 53, et que j'applique, alors là, à la fois des requêtes qui auraient été des requêtes ARP sur le port UDP 53, c'est incohérent, ça peut pas exister, il ne met pas d'erreur, mais j'ai rien qui s'affiche. Bon, j'ai un filtre qui est pas possible, il n'y a pas une cohérence dans mon filtre. Donc, mais maintenant si je mets OR, qui veut dire où, là je vais lui demander de me montrer toutes les trames qui auraient été soit de l'ARP, soit des requêtes vers le port UDP53. Donc soit de l'ARP, soit des requêtes qui auraient été sur le port UDP53. Donc on peut voir ici des requêtes UDP53 ici, et des requêtes ARP qui se trouvent ici. Voilà, donc le filtre ici est très très puissant. On peut même écrire ce genre de filtre ip.adresse égale, et puis on donne une valeur, par exemple 192.168.1.253. On fait entrer, on voit seulement les trames qui ont eu soit pour source ou destination cette adresse. Et vous voyez, ça se réduit. J'aurais même pu préciser dans mon filtre adresse source égale celle-ci. Donc j'aurais eu à ce moment-là le résultat indiquant que les trames venant de cette adresse. Et j'aurais aussi bien pu mettre adresse destination égale cette adresse, et à ce moment-là j'aurais eu que les destinations utilisant cette adresse. Donc nous voilà au terme de cette petite présentation de prise en main. C'est tellement vaste comme possibilité qu'il est difficile d'en faire le tour et d'en faire une explication succincte sans entrer dans les détails. Donc je considère que les informations que je vais donner ici à titre d'exemple peuvent vous servir de base à un bon démarrage, mais la seule façon d'y arriver c'est de le pratiquer, de l'utiliser. Donc revenez sur les fondamentaux, comment je capture, comment j'arrête ma capture, ensuite où je clique et comment je peux déchiffrer. Et après faites-en ce que vous voulez au niveau des captures, parce qu'il n'y a pas de but précis et chacun verra en Wireshark une utilisation sans doute différente, mais raisonnablement, si vous l'utilisez, vous allez vous rendre compte de la puissance et de l'intérêt de ce logiciel qui vous quittera plus pour résoudre, ou en tout cas anticiper bien des problèmes, que ce soit des problèmes de conception, des problèmes de dépannage ou d'amélioration des échanges réseau.